Salut! Avant que la vidéo commence, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2020 et à vous remercier pour votre soutien car vous êtes toujours aussi nombreux, on a même gagné des abonnés alors que la chaîne est inactive, donc ça fait très plaisir, merci à vous. Donc je vous propose une vidéo que j'ai réalisée pour mes études avec des amis. Vu qu'elle est bien, je voulais la publier, donc l'architecture est l'endroit parfait. Ça ne veut pas dire que je reprends la chaîne, mais voilà, c'est une vidéo pour vous remercier. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et restez bien jusqu'à la fin car j'aurai une petite annonce à vous faire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Villa Savoie et le Centre Pompidou, afin de vous montrer en quoi ces architectures sont novatrices et avant-gardistes. Conçue par l'architecte Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom du Corbusier, la Villa Savoie est une grande maison sur pilotis située à Poissy, dans les Yvelines. La famille Savoie a fait appel à cet architecte en 1927 pour créer leur maison de vacances qui fut construite entre 1928 et 1931. Cette maison est ainsi très novatrice pour l'époque. La Villa Savoie mesure 9,40 m de haut, 19 m de large et 21,50 m de long avec une surface totale de 440 m². Né en Suisse en 1887 et décédé en 1965, Le Corbusier était un peintre, théoricien, architecte, designer et également urbaniste. Il est la figure majeure de l'architecture moderne. Il a conçu de nombreux bâtiments modernes, comme la Cité radieuse à Marseille, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, ou bien encore le couvent de la Tourette près de Lyon. Dans ses architectures, Le Corbusier a énormément utilisé le béton armé, un matériau qui était assez récent à l'époque. Parlons maintenant de l'histoire de la villa. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, la villa était occupée par des soldats, ce qui l'avait fortement détériorée. La ville de Poissy a ensuite décidé de racheter la propriété pour décider de la raser et y construire un lycée. Heureusement ici, l'État français est intervenu et a pris possession du bien en 1962 afin de le protéger et de le restaurer entièrement. Les travaux de rénovation furent terminés en 1997 et la Villa Savoie fut classée monument historique. Analysons maintenant la villa. Lorsqu'on regarde le plan du rez-de-chaussée, on remarque qu'il a une forme de bateau. Cela rappelle l'eau et l'effet est renforcé par les pilotis. Ceci donne une impression de légèreté, comme si la maison flottait sur l'eau. Dans cette architecture, on observe de nombreuses caractéristiques relevant de l'architecture avant-gardiste. Tout d'abord, nous avons les pilotis, qui est un système assez rare pour l'époque. Cela donne une impression de légèreté et de liberté. Ensuite, nous avons les grandes fenêtres en longueur, qui sont permises par le fait que les murs extérieurs ne soient pas porteurs. Donc ces grandes baies vitrées permettent d'apporter de la lumière à l'intérieur et d'être exposées au soleil même depuis l'intérieur de la maison. On a également la façade libre, un système qui va de pair avec les grandes fenêtres. En fait, les poteaux sont en retrait des façades et le plancher est en porte-à-faux. Donc la façade devient une peau mince de murs légers et de baies vitrées. Nous avons aussi le principe du plan libre, c'est-à-dire la suppression des murs porteurs, qui est autorisé par les structures de type poteau dalle en béton armé, ce qui libère de l'espace. Et bien sûr, nous avons le toit jardin, qui est un toit terrasse aménagé, ce qui donne un espace extérieur assez original, et à l'époque, les jardins sur le toit n'étaient pas très courants. Tout cela donne donc un aspect novateur à cette construction. Les caractéristiques citées précédemment reprennent en fait les principes constructifs développés aux États-Unis par l'école de Chicago sous l'influence de Viollet-le-Duc. Par exemple, le principe des grandes fenêtres vient du mouvement hygiéniste du début du XXe siècle qui visait à une exposition maximale au soleil. Ces principes modernes furent repris partiellement en Europe par les architectes modernes. L'apport essentiel de Le Corbusier consiste en une systématisation de ces théories. De très nombreux bâtiments du mouvement moderne et du style international furent repris partiellement en Europe par les architectes modernes. On retrouve les principes de toutes ces caractéristiques avant-gardistes dans l'architecture du Centre Pompidou. Les grandes baies vitrées, le toit terrasse et même les pilotis qui étaient prévus au départ dans le projet. Mais ce sont mes collègues qui vous parleront de Beaubourg plus en détail. Inauguré en 1977, le Centre Pompidou, plus communément appelé Beaubourg, est un établissement pluriculturel basé dans le 4e arrondissement de Paris, à Beaubourg. La création de cette institution aujourd'hui emblématique du 4e arrondissement de Paris est due à la volonté du président, Georges Pompidou. Il voulait créer un espace totalement dédié à la création contemporaine du XXe et XXIe siècle. Il souhaitait réunir art plastique, design, musique, cinéma, littérature, afin de proposer au public l'institution pluriculturelle la plus complète possible. Il est aujourd'hui évident que l'ancien président a complètement relevé son défi. Le Centre Pompidou a été conçu par deux architectes, l'italien Renzo Piano et le britannique Richard Rogers. Jusqu'en 1971, date de leur collaboration, les deux architectes suivent un parcours différent mais construisent dans un esprit assez proche. Renzo
Renzo Piano, après des études d'ingénieur, apprend la pratique du chantier avec son père, entrepreneur à Gênes, ville où la mer et l'activité du port viennent nourrir son univers. C'est lui qui aura l'idée de donner au centre cette allure de paquebot géant, comme tout droit sorti des chantiers navals de sa jeunesse. Richard Rogers, né en Italie mais installé à Londres, fonde après ses études une agence d'architecture avec un autre architecte, qui deviendra lui aussi très célèbre. Dans cette agence, ils conçoivent une sorte d'architecture high-tech, à la fois fonctionnelle, élégante et transparente. À partir de 1969, date à laquelle l'idée de créer le centre Pompidou commence à germer dans la tête du président justement, Richard Rogers se rapproche de Renzo Piano, avec lequel il partage le souci d'une architecture flexible, différente et où le mouvement joue un rôle important. Leurs idées révolutionnaires de génie leur permettront donc de remporter le concours et de bâtir cette architecture hors du commun qui fera date dans l'histoire. L'architecture du centre Pompidou présente des caractéristiques techniques qui la rendent unique au monde et en ont fait l'exemple, voire le prototype, d'une nouvelle génération de musées et de lieux de culture. Son originalité s'affirme principalement à travers la libération de l'espace des grands plateaux intérieurs tout entiers dévolus aux œuvres et aux activités. Alors, concernant les dimensions, de l'extérieur, le bâtiment fait 166 mètres de longueur, 60 mètres de largeur et 42 mètres de hauteur. Leur surface respective de 7500 mètres carrés est ainsi débarrassée de toute structure portante et leurs aménagements rendus plus souples et modifiables. Grâce à la structure porteuse, rejetée à l'extérieur du bâtiment, à l'extériorisation des flux, à l'utilisation de l'acier, qui représente 15 000 tonnes, et du verre, qui représente 11 000 mètres carrés de surface vitrée, les constructeurs ont imposé un bâtiment précurseur dès les années 1970, héritier des architectures de fer de l'âge industriel. Le centre Pompidou, qui a, disons-le, une architecture très atypique, est reconnaissable à ses couleurs primaires vives et ses énormes canalisations extérieures. D'où le surnom que lui ont laissé les détracteurs, Notre-Dame des tuyaux. Alors, concernant les matériaux, soyons plus précis. Le matériau dominant du style contemporain est l'acier. Il est résistant, facile d'entretien et se prête à toutes les formes et les exigences. Il y a également le verre qui donne de la fluidité et de la transparence à l'espace. Le bâtiment de Piano et Roger est unique, aussi bien par son système de porteurs jusque-là inédit, que par ses matériaux, alors à la pointe de la technologie et de l'acier. De plus, le centre s'inscrit dans la lignée des premières structures métalliques ayant marqué l'histoire de l'architecture du 19e siècle. La charpente métallique est constituée de 14 portiques espacés de 12,80 mètres, comportant chacun 2 poteaux distincts de 50 mètres sur lesquels vient s'articuler à chaque niveau un élément en acier moulé appelé gerberette, du nom de son inventeur, l'ingénieur allemand Gervais. Parlons maintenant de la couleur structurante. La présence très forte de la couleur est l'une des caractéristiques de l'architecture du centre Pompidou. 4 couleurs fortes. Le bleu, le rouge, le jaune et le vert animent ses façades et habillent sa structure selon un code défini par les architectes. Le bleu pour les circulations d'air, donc la climatisation, le jaune pour les circulations électriques, le vert pour la circulation d'eau et le rouge pour la circulation des personnes, les escalators et les ascenseurs. Ce qui est intéressant aussi, qu'on peut s'apercevoir dans le centre Pompidou, ce sont les transparences et les reflets qui le composent. Les façades du centre Pompidou expriment bien cette ouverture. Lorsque l'on se trouve à l'intérieur, les grands panneaux vitrés ouvrent le regard sur l'espace urbain. Dans le musée ou les expositions, il y a toujours un endroit où, au détour d'une salle, le visiteur est projeté dans la ville. De la même manière, de l'extérieur, l'intérieur des espaces est visible. Ou alors, selon la lumière, ces façades vitrées reflètent la ville et le ciel, tout comme le font les plans d'eau des terrasses, au niveau 5 et 6 du bâtiment. Chaque baie vitrée a une hauteur de 7 mètres. Le centre Pompidou dispose aussi d'un toit terrasse. Cette terrasse unique jouit d'une vue entièrement dégagée sur les toits et les monuments de Paris. Les ossatures du bâtiment, construit en 1977, ajoutent une touche bien particulière au décor, rappelant également aux visiteurs qu'il se trouve au sommet du Musée national d'art moderne. Donc on peut voir en fait toute cette audace architecturale, ce caractère novateur, voire révolutionnaire du bâtiment, qui élève le centre Pompidou au rang des architectures les plus symboliques de la fin du XXe siècle. C'est devenu un véritable emblème de l'art contemporain. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je voulais vous dire que il y a quelques mois maintenant, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube.
une chaîne de gaming dans laquelle j'enregistre mes parties de jeux vidéo, afin de vous proposer des vidéos divertissantes qui contiennent de l'aventure, de l'action, du fun et de la détente. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Le lien de cette nouvelle chaîne est dans la description. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve sur cette chaîne très bientôt. Allez, salut tout le monde!